Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission d'analyse de ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très sensible. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, qui ne connaissent pas, le créateur de la chaîne Le Monde Vue d'Afrique, le but de cette chaîne, c'est de donner la voix de l'Afrique, la vision de l'Afrique sur les enjeux géopolitiques mondiaux. Voilà. Et c'est de parler, de faire des analyses critiques profondes sur les agissements des différents acteurs, sur les enjeux globaux, le conflit, l'actualité internationale, mais aussi l'actualité africaine et les agissements de certaines puissances étrangères sur le continent africain. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo pour soutenir notre travail si ce que nous faisons vous intéresse et que vous avez aimé ce que nous faisons. Sans plus tarder, nous allons commencer par la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons commencer par présenter une situation générale. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la géopolitique, les acteurs les plus dangereux ne sont pas toujours ceux que l'on voit. Voilà. Ce sont souvent ceux qui n'apparaissent jamais en première ligne, ceux qui ne demandent pas directement, ceux qui ne révèlent pas ouvertement leurs actions, de façon les conflits dans l'ombre. En Afrique, par exemple, les discours dominants pointent presque toujours les mêmes responsables. La France, les États-Unis, parfois l'Union européenne. Bien que ces puissances jouent un rôle important dans les crises sur le continent, pourtant pendant que l'attention se fixe sur ces puissances visibles, tous acteurs opèrent plus bas, plus lentement, mais avec une efficacité redoutable sur le continent africain. Mais ce climat de tension permanente, instrumentalisé par des acteurs extérieurs, d'instabilité, sécurité, de conflits indirects, financés et alimentés par des acteurs extérieurs et des groupes armés terroristes aux tendances obscures sulfureuses, deux acteurs majeurs sont rarement, pas dire rarement ou involontairement, passés sous le couvercle. Voilà, deux puissances qui jouent un rôle central, rarement nommé, un rôle qui est rarement assumé par ces puissances, mais qui est stratégiquement déterminant. Il s'agit d'Israël et les Émirats arabes unis. Ces deux États que l'opinion publique africaine perçoit encore à tort. Bon, à tort parce qu'il y a plein de personnes qui pensent que ces deux États sont éloignés, sont des États rivaux, ce sont des États antagonistes. Voilà, ce sont des ennemis en quelque sorte. Mais ces deux États, c'est ceux qui considèrent que les Émirats arabes unis et Israël sont des États opposés, des États ennemis. C'est une erreur stratégique de penser cela. Voilà, je vais vous démontrer pourquoi c'est une erreur stratégique de penser qu'Israël et les Émirats arabes unis sont des États rivaux, sont des États antagonistes, sont des États qui ont des intérêts divergents. Je vais vous montrer pourquoi les Émirats arabes unis et Israël sont les deux faces d'une même pièce. Et comment ces deux nations-là agissent dans l'ombre, agissent de façon sous-jacente dans les conflits et dans certains actes qui se passent sur le continent africain, mais qui passent inaperçus. Voilà. Donc, c'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Donc, encore, je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Voilà. C'est une chaîne qui nous vient de lancer. Nous avons besoin de votre soutien pour que ça puisse avancer. Ces deux puissances, classiques, selon Israël et les Émirats arabes unis, ils n'interviennent pas, directement dans les enjeux ou même les affaires politiques des États africains. Ils interviennent directement pour administrer les États africains comme d'autres puissances comme les Américains ou les Britanniques ou encore les Français, ils aiment le faire. Vous comprenez? Voilà. Ils n'interviennent pas aussi pour occuper, ils ne posent pas les bases militaires. C'est rare de voir une base militaire iranienne ou israélienne sur le continent africain. C'est pas comme les France, les États-Unis, l'Union européenne, les Britanniques, non. Ils ont une manière plus subtile d'agir sur le continent, mais qui est très très efficace. Qui est souvent très très efficace, plus que la manière des Français, les Britanniques ou encore les Américains. Ils interviennent pour reconfigurer, et très souvent, ce sont eux-mêmes qui provoquent l'intervention des puissances étrangères, ou même des actions plus nuisibles que ces États traditionnellement montrent du doigt. Ces États traditionnellement montrent du doigt. Vous comprenez? C'est-à-dire que, quelque part, ils vont, par exemple, Israël a ce qu'on appelle un lobbying l'IPAC, par exemple, qui est aux États-Unis. C'est une organisation qui est dirigée majoritairement par des intérêts israéliens et qui sont généralement dirigés par
des entrepreneurs ou des hommes d'affaires politiques et économiques israéliens qui mènent une politique, un lobbying auprès des États-Unis pour, euh, pour pousser les États-Unis à s'intéresser, pousser les États-Unis à prendre des décisions en faveur d'Israël. Voilà, donc c'est des États que certains continuent même de considérer comme secondaires dans les équilibres africains, sont des États qui influencent beaucoup la politique africaine. La manière d'agir de ces deux États est d'autant plus floue que les États traditionnellement montrent du doigt, cités comme la France, l'Union européenne, tout cela. Voilà, ces États-là agissent d'une manière plus subtile et plus dangereuse que ces États-là. Donc c'est très très important de comprendre comment ces États-là agissent et comment ces États influencent la politique étrangère ou intérieure de nos pays africains. Ils agissent précisément de façon indirecte, discrète et pourtant centrale. C'est des États que le public le moins averti perçoit encore comme opposés, voire antagonistes, euh, ont en réalité des intérêts étroitement alignés. Ils ont une politique et des actions souvent coordonnées et des stratégies profondément imbriquées sur le continent africain et au Moyen-Orient. Donc, dans l'analyse de Jésus, il n'a pas seulement nous contacter de nommer ces acteurs. Vous comprenez, nous n'avons pas dit seulement que c'est l'Arabie Saoudite, c'est les Émirats arabes unis et Israël. Non, nous allons démontrer et démonter les mécanismes précis de l'influence israélo-émirati en Afrique, comment ces deux puissances opèrent dans l'ombre, comment l'action pèse sur la dynamique sécuritaire et en quoi, dans certaines régions, leurs agissements s'avèrent plus problématiques que ceux des anciennes puissances coloniales. Ce que je dis ici, ce n'est pas un fait secondaire, ce n'est pas des choses à prendre à la légère, vous comprenez. C'est une analyse sérieuse que nous avons fait sur ce sujet. Donc, ça touche directement la souveraineté de nos États, la sécurité et l'avenir stratégique du continent africain. Mais comme toujours, avant de plonger dans le cœur du sujet, je vous invite encore à liker, à vous abonner, vous comprenez, parce qu'une média indépendante comme le nôtre, qui prend un risque, qui s'expose, qui refuse la propagande dominante, qui prend le temps d'analyser les rapports de force réels et qui traite le sujet avec sérieux et rigueur, ne peut hésiter que grâce à vous, mes chers amis. Donc n'oubliez pas de nous soutenir, c'est totalement gratuit et simple, rapide. Si de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos qui viendront à vous. Voilà, merci beaucoup. Et maintenant, nous allons commencer l'analyse. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, comme vous le savez, le 7 octobre, le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a annoncé une opération militaire contre l'armée israélienne. Cette opération a été nommée opération déluge d'Al-Aqsa. Pour ceux qui ne savent pas, Al-Aqsa, c'est la mosquée située sur le dôme, c'est le dôme du rocher, hein, en Israël, bon, entre Israël, bon, c'est pas si c'est Israël, entre Israël et la Palestine, voilà. Donc, l'opération déluge d'Al-Aqsa menée par le Hamas en résistance face à des décennies d'occupation, parce que vous savez, Israël a longtemps occupé et fait le bordel, en fait. Bon, ce n'est pas du bordel. Excusez-moi pour le mot, c'est un peu dur, quand même, le bordel, en Palestine occupée. Donc, des crimes et des répressions illégales contre les Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie. C'est non seulement qu'à Gaza que Israël commet des crimes. Voilà, et aussi c'est la Cisjordanie qui est moins documentée et dont les médias en parlent moins. Mais aussi, c'est le même massacre que vous voyez à Gaza, c'est le même massacre-là, mais on peut en miniature se produit en Cisjordanie. Donc c'est important de comprendre que le génocide à Gaza ne se limite pas seulement à Gaza, et ce même génocide a un peu été en Cisjordanie. Donc l'armée israélienne a profité en même temps et a saisi l'occasion pour mettre en œuvre un agenda ancien et constant, contrôler Gaza, mais sans les Palestiniens. Ce projet n'est ni nouveau ni improvisé. Il s'inscrit dans une vision stratégique claire de piquer de sa population, puis prendre le contrôle total du territoire et sécuriser les intérêts économiques, les ressources stratégiques et économiques que la bande de Gaza et la Palestine militaire sur la souveraineté à travers son occupation de la bande de Gaza. Donc ce projet n'est pas nouveau, c'est pas un nouveau projet. Voilà, c'est pas un projet improvisé. Il s'inscrit dans une vision stratégique claire depuis longtemps et les dirigeants israéliens ont fait en sorte de financer et d'armer
le Hamas à travers le Qatar qui donne des valises de billets pour soutenir, financer le Qatar afin de créer un ennemi, pour financer le Hamas, afin de créer un ennemi dans la bande de Gaza et de justifier une intervention militaire comme ce qu'on a vu après le 7 octobre. Donc pour atteindre cet objectif, une campagne de destruction massive qualifiée par les nombreux observateurs et ONG de génocide est menée à Gaza avec un soutien politique, militaire et diplomatique des États-Unis. Vous savez, toutes les bombes que Israël lance à Gaza viennent des États-Unis. C'est les États-Unis qui fournissent toutes ces bombes-là à Israël et qui permettent à Israël de bombarder la bande de Gaza. Si aujourd'hui, Donald Trump ou une administration américaine disait non à Israël toutes les opérations militaires israéliennes au Moyen-Orient, que ce soit au Yémen, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie, que ce soit au Qatar, que ce soit en Iran, que ce soit en Irak. Toutes ces opérations ne sont pas possibles parce que c'est les États-Unis qui fournissent la grande partie des renseignements à Israël et aussi qui soutiennent Israël de façon logistique et militaire. Donc, l'objectif n'est plus seulement militaire, il est démographique. L'objectif de la guerre à Gaza n'est plus militaire, c'est un objectif démographique. Mais face à la pression internationale croissante qu'on a observée, à l'animation mondiale et au cours politique de cette guerre, Netanyahu et Donald Trump ont ajusté la stratégie. Ils sont passés de l'extermination directe des Palestiniens et de l'extermination directe des Palestiniens à maintenant à la déportation indirecte. Donc, il suffit de transformer le nettoyage ethnique en migration volontaire. Selon Trump, on n'a pas l'immigration volontaire, mais ce n'est pas l'immigration volontaire, c'est l'immigration sous pression. De tuer les Palestiniens, de tuer les Gazaouis et de leur dire, si vous ne partez pas, une manière de leur dire, si vous ne partez pas, vous allez mourir. Voilà, parce que Netanyahu et sa bande ont coupé l'eau, le courant, et même bombardent des hôpitaux, bombardent les mosquées, bombardent des églises, bombardent tous les lieux d'études, bombardent les camps des Gazaouis, tout ça. Donc, tout ça soutenu par Trump et son administration. Voilà. Donc, dans cette nouvelle phase, Israël a engagé des discussions avec plusieurs pays africains. Donc, pour pouvoir expliquer, déporter les Gazaouis, Israël a contacté plusieurs pays africains. Vous savez, il y a certains pays africains qui n'ont aucun respect. Il y a certains pays africains qui sont des États fantoches, dont les dirigeants sont à la botte et à la solde de l'Occident. Donc, les Israéliens sont approchés de ces États-là, pour les proposer un deal, vous comprenez? Donc, des discussions ont été évoquées pour mener avec la RDC, dans la RDC de Félix Tshisekedi, le Rwanda de Paul Kagame, le Soudan du Sud, bien sûr, la Somalie et surtout le Soudan, le Soudan qui est en guerre actuellement, vous comprenez? Donc, dans cette stratégie de vouloir trouver un état d'accueil, d'hébergement, ou un état de déportation des Palestiniens de Gaza, Israël a manifesté un intérêt pour le Soudan du Sud. C'est l'état idéal pour Israël parce que c'est un état qui a été fragilisé par les Américains et les Israéliens aussi. Une guerre civile chronique a été alimentée, provoquée entre le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Et après encore, lorsque le Soudan s'est éclaté, une guerre civile a été encore financée au Soudan du Sud et encore une guerre civile encore en train de se dérouler en Soudan du Nord entre les forces de soutien rapide et les forces du maréchal Al-Bouari, Al-Bouari, c'est le maréchal, c'est le général, mais Al-Bouari, ça va continuer. Donc, le Soudan du Sud, c'est un état fragilisé, c'est dépendant de l'aide internationale, il y a des institutions faibles, il y a une élite sous pression économique et sécuritaire. Donc, Israël a discuté avec Juba qui est la capitale de la possibilité de réinstaller les Palestiniens de Gaza dans ce pays d'Afrique de l'Est. Dans le cadre d'un plan plus large visant à faciliter l'émigration massive depuis un territoire largement détruit après 22 mois d'offensive militaire. Gaza a été détruit carrément après 22 mois d'offensive militaire. Donc, une guerre civile prolongée par les USA sous la pression de l'influence du lobbying chrétien évangélique et sioniste a permis à provoquer la guerre au Soudan, entre le Soudan, le grand Soudan qui est divisé en deux, et qui est en train et ce même lobbying encore est de créer une guerre entre le Soudan du Sud, eux-mêmes, et le Soudan du Nord.
Voilà, mais nous allons parler de ça encore dans la vidéo. Donc, n'oubliez pas de suivre la vidéo jusqu'à la fin. C'est un peu long parce que le sujet que nous allons aujourd'hui, c'est un sujet qui est très vaste. C'est un sujet qui mérite de tarder et de s'attarder là-dessus pour mieux comprendre et mieux expliquer. Voilà, on ne peut pas expliquer ce sujet-là de façon superficielle comme ça. Sinon, ça serait pas un bon travail et vous allez dire que non, la qualité de l'analyse est faible. Donc voilà pourquoi j'accorde beaucoup de temps et je prends mon temps pour mieux vous expliquer, pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe en dessous. Donc il s'agit de concrétiser la vision de Donald Trump, consistant à relocaliser une partie importante de la population de Gaza sous l'étiquette trompeuse de migration volontaire. La contrepartie faite au Sud sont un peu lourdes, sont lourdes un peu lourdes. Donc le renforcement des capacités agricoles du pays fait face à une famine provoquée par la guerre, l'investissement minier, parce que vous savez, le Sud est un pays qui est un pays minier, qui possède beaucoup de mines d'or. Donc les projets d'infrastructure israéliens, l'assistance américaine, l'intégration possible dans l'accord d'Abraham, un appui sécuritaire israélo-américain, l'allègement des sanctions économiques et un soutien financier des Émiratis. Voilà, n'oubliez pas ici, j'ai vu quelque chose de plus important, les Émiratis. Ici, on n'a pas encore parlé des Émiratis. Bon, apparemment, à première vue, on peut dire que les Émiratis n'ont rien à gagner ici. Mais, quand vous allez suivre la reste de la vidéo, vous allez comprendre pourquoi à chaque fois que Israël, mais les États-Unis proposent à un pays de normaliser avec Israël, il y a toujours cette main noire des Émiratis qui sort et qui propose des investissements à ce pays, qui propose d'investir ou de faciliter des prêts à ce pays. Donc, les Émiratis ne sont pas rapprochés avec Israël par idéologie ou par adhésion au sionisme. Voilà. Ils l'ont fait par calcul stratégique froid. C'est simple, parce que vous savez, dans la géopolitique internationale, il n'y a pas, il y a que des calculs, vous comprenez? Voilà. Il peut y avoir des États alliés, mais il n'y a que des calculs pour la plupart. Donc, l'Iran est perçu par, Abu Dhabi. Abu Dhabi, c'est la capitale des Émirats arabes unis, comme une menace existentielle. Donc, les Émirats arabes unis considèrent l'Iran comme le premier ennemi. Alors que l'Iran est aussi le premier ennemi, l'ennemi numéro un d'Israël. L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Vous comprenez? Voilà, l'ennemi de mon ennemi, parce que Israël, l'Iran, c'est l'ennemi on appelle ça, Israël, c'est l'ennemi de l'Iran. Vous comprenez? Donc, comme les Émirats arabes unis et Israël et l'Iran sont aussi ennemis, donc Israël devient automatiquement l'ami des Émirats arabes unis. Donc, mais pourquoi les Émirats arabes unis seront alliés à Israël et aux États-Unis? Parce qu'ils ne font pas d'Israël, pas des États-Unis. Donc, ils sont alliés avec Israël et les États-Unis parce que Israël est effectivement une puissance militaire de pointe dans la région en termes de cybersécurité, de surveillance, de drones, de renseignements, de défense. Les Émirats arabes unis ont acheté beaucoup de savoir-faire israélien parce que la technologie israélienne, en termes d'armement, les armes, ils acquièrent même sur leur sol des éléments sécurité israéliens sur leur sol. Dans les Émirats arabes unis accordent un statut privilégié aux pays qui normalisent leurs relations avec Israël. Donc, pourquoi les Émirats arabes unis le font? Ils le font simplement parce qu'ils veulent accéder, ils veulent renforcer leurs relations avec l'armée américaine, ils veulent accéder à la technologie américaine, ils veulent avoir la protection politique et militaire des États-Unis. Donc, dans ce sens-là, les Émirats arabes unis ont même obtenu des promesses d'acquisition de F-35 des États-Unis. Mais Israël reste le principal verrou sur ces ventes. Israël empêche les États-Unis de vendre des F-35 aux pays du Moyen-Orient sous prétexte que ces pays-là risquent de devenir une menace pour sa supériorité aérienne dans la région. Parce que, vous savez, la principale force d'Israël au Moyen-Orient, c'est la capacité aérienne. Absolument. Donc, en devenant allié d'Israël et des USA, les Émirats arabes unis ont acquis une immunité de faire, de propager, de mettre en œuvre eux-mêmes leur agenda politique, de faire des opérations dans d'autres théâtres sur le globe. C'est dans ce cadre que les Émirats arabes unis apparaissent dans des dossiers extrêmement sensibles. Voilà, ici, nous allons parler de ce sahélien. Comment quelles sont les manœuvres? Que fait réellement les Émirats arabes unis au Sahel? Donc, nous allons parler de ça maintenant.
Plusieurs études et les rapports internationaux que nous allons lire ici ont démontré que le trafic d'or est devenu une source majeure du financement des groupes terroristes. Au même titre que les armes et la drogue, la cigarette, le trafic humain, le trafic des migrants, tout ça, l'esclavage, tout ça. Donc, un rapport datant de 2019, intitulé S219-636 du groupe d'experts de l'ONU sur le Mali souligne une mainmise terroriste sur la production aurifère aux frontières du Burkina Faso, du Togo, du Burkina Faso et du Nigeria. Donc, leur volet d'or illégalement exploité par les groupes terroristes transitent par le Togo, par la Libye, pour aller vers les marchés mondiaux. Donc, une étude encore de l'OCDE, dans l'année 2018, confirme un contrôle du commerce de l'or par des armées terroristes non étatiques. Le ministre burkinabé de la production minière, Oumaro Idani, en 2018, a même affirmé que sur 10 tonnes d'or exportées chaque année, au Burkina, exportées chaque année de façon illégale. Voilà. Ce que les Émirats arabes achetés, ils ont déclaré chez eux, et ce que le Burkina Faso, le Burkina Faso avait reçu comme déclaration d'or vendu aux Émirats arabes unis, c'était 200 kg, 400 kg que le Burkina Faso a enregistré comme l'or exporté, vendu aux Émirats arabes unis. Même si les Émirats arabes unis, c'était 8 tonnes d'or qui étaient déclarées. Donc ça veut dire qu'il y avait carrément 9 tonnes et demi, mais 9 tonnes 80 qui étaient carrément illégalement exportées par des groupes armés qui échappaient carrément au contrôle de l'État. Donc c'est même hors vendu aux Émirats arabes unis, c'est bradé parce que c'est pas vendu au pays réel, parce que c'est les terroristes, ils veulent avoir de finances pour leurs activités terroristes. Donc c'est tort exploité dans le même sol de Burkina Faso, c'est tort-là qui très souvent finançait ces groupes armés terroristes au Sahel. Donc en plus de financer les groupes armés terroristes, il alimente un système opaque transnational toléré voire exploité. Les travaux disponibles sur la question sont formels. Si la contrebande de l'or gangrène l'ensemble du continent africain, c'est dans l'espace sahélien que ce trafic atteint un niveau stratégique au point de devenir les principaux carburants des conflits armés. Une enquête de l'agence Reuters intitulée Gold Worth Billions Smuggled Out of Africa, publiée en avril 2019, lève le voile sur une réalité peu ose nommer. Les Émirats arabes unis sont devenus l'épicentre mondial du trafic d'or africain non déclaré. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2006, les Émirats arabes unis importaient environ 67 tonnes d'or africain. Mais juste en 2016, 10 ans après, ce chiffre a explosé. En même temps que les groupes terroristes, vous savez, en 2016, la guerre a commencé au Burkina Faso, et en 2016, le Mali était carrément entre les mains des terroristes. Donc, ce chiffre a augmenté en même temps. Les importations d'or immigratif ont augmenté en même temps que la menace terroriste a augmenté en Afrique de l'Ouest, au Sahel précisément. Donc, c'est passé de 407 tonnes d'or importées à plus de 448 tonnes d'or importées par les Émirats arabes unis. Donc, c'est un volume largement supérieur à celui de la Chine, de tous les autres pays du monde. Pourtant, premier acteur mondial officiel du marché de l'or. Mais ce n'est pas pour la majorité des pays africains qui disposent de données officielles, les exportations légales d'or sont inférieures aux importations déclarées par les Émirats arabes unis, comme j'ai signalé dans le cas du Burkina Faso. Cela signifie une seule chose. Des centaines de tonnes d'or quittent l'Afrique hors du contrôle de tout État, hors du contrôle des États du Sahel ou des États africains, dans une opacité totale pour converger vers Dubaï. Vous savez, en Dubaï, chaque année, il y a un salon international qui est organisé, on appelle le souk de Dubaï, où on expose de l'or, où on expose des bijoux en or, des chaînes en or, des verres en or, tout ce qui est bijoux de valeur, vous comprenez? Tout ce qui est bijoux de valeur. Alors que Dubaï, en réalité, les Émirats arabes ne sont pas producteurs d'or. Ils n'ont pas d'or dans le sous-sol. Vous comprenez? Donc, tout cet or est appris chaque année
il y a plus de 800 à 1000 tonnes d'or qui sont achetées. De toute façon, il y a peut-être 200 ou 300 tonnes d'or qui sont achetées de façon officielle par les Émirats arabes unis. Il y a plus de 700 à 500 tonnes d'or qui sont achetées de façon illégale grâce à l'activité des groupes terroristes qui viennent d'Afrique et achetées par les Émirats arabes unis qui sont exposés dans ce souk-là. Dans ce souk de bon, c'est un moment, il va continuer de comprendre mieux. Et maintenant, cette montée en puissance des exportations aurifères émiraties coïncide précisément avec l'explosion de la sécurité au Sahel, comme il a signalé, la prolifération des groupes terroristes, l'effondrement des États, la transformation de certaines zones, la transformation de leur exploitation de certaines zones. En économie de guerre, vous comprenez, ce n'est pas une coïncidence, c'est une architecture, un plan, un modèle économique de pillage impérial organisé et orchestré par les Émirats arabes unis et les alliés. Maintenant, ce qui est plus grave encore, c'est que les Émirats arabes unis, pendant tout ce temps-là, depuis la construction du G7 Sahel, disaient soutenir le G7 Sahel à travers certains matériels qu'ils offraient au Mali, et que le Mali achetait avec eux au coup de au Mali. Aussi, ils disaient que non, ils voulaient que cette institution se développe à travers certains petits prêts qu'ils faisaient, ou certains petits prêts qu'ils faisaient aux États ouest-africains, précisément sahéliens. Ils disaient même lutter contre le terrorisme, tout ça. Et eux, ils voulaient parrainer, ils voulaient s'inscrire, ils voulaient parrainer, ils voulaient aider la paix à revenir dans cette région-là. Mais au même moment qu'ils disaient ces paroles médeuses-là, au même moment, ils finançaient et ils armaient les terroristes en dessous. Donc, au même moment qu'ils disaient qu'ils allaient parrainer la paix, ils allaient participer à faire revenir la paix dans le Sahel, ils tiraient un profit colossal de l'exploitation illégale des mines d'or africaines. Imaginez 500 tonnes d'or, 500 tonnes, parce que vous savez, les mines terroristes, quand ils exploitent l'or là, puisqu'ils savent que ce qu'ils font c'est illégal et qu'ils ont besoin d'argent, ils braquent cette or là au Sénégal de la Bénin. C'est-à-dire si l'État malien, l'État nigérien ou l'État soudanais allaient vendre une tonne d'or, par exemple, à 45 milliards, ils peuvent vendre une tonne d'or, par exemple, à 1 milliard, ou à 2 milliards, ou à 3 milliards, ou à 4 milliards. En retour, les Émirats arabes unis les assurent leur protection, les fournissent du renseignement, les donnent des armes, leur permettent d'avoir des billets chez eux dans leur pays, tout ça. Donc c'est un trafic qui bénéficie grandement aux Émirats arabes unis. Donc c'est simple. On finance les terroristes, on alimente les guerres, on provoque le chaos, puis on se présente comme promoteur de la paix et de la stabilité. C'est un double jeu qui n'est plus théorique. Ce n'est pas un but, c'est pas des choses physiques au hasard comme ça. Vous savez, dernièrement, les informations concordantes, réprises par les médias comme France 24, par des personnes qui sont des relais des groupes terroristes, ont même affirmé, et des médias civils ont même affirmé que les Émirats arabes unis avaient versé 50 millions de dollars au génie pour la libération des Émiratis issus de la famille iranienne actuelle aux Émirats arabes unis. À l'état de cela, au début de la négociation, c'était carrément 70 millions de dollars qui devaient être donnés au génie. Mais après les discussions, négociations, il est convenu qu'il donnait 50 millions de dollars au génie et ensuite donner 20 tonnes d'armes qui est transité par le Soudan qui est en guerre actuellement, une guerre provoquée par les mêmes des Émirats arabes unis, donc transité par l'effort de soutien rapide pour arriver au Tchad et passer par les Émirats pour atteindre le Niger. Donc ces actions-là ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des trucs qui arrivent au hasard. Vous comprenez? C'est un schéma. C'est un schéma. Par exemple, vous savez, après la reconquête de la ville de Kidal, on a vu passer à la ORTM, la radio, la télévision malienne, la télévision étatique malienne, des images qui ont montré des raffineries semi-industrielles à Kidal. Ces raffineries servaient à raffiner l'or extrait illégalement, le rendre exportable, c'est-à-dire de transformer et le vendre à des intermédiaires après brader. Parce que cette or était transformée et vendue aux Émirats arabes unis n'avait pas d'étiquette. Donc c'était pas de l'or traçable, vous comprenez. C'était un or facilement c'était un or qui pouvait facilement s'intégrer au trafic de l'or international, voilà, qui peut être absorbé
intégré au circuit de trafic d'or émiratis. Mais vous savez quoi, partout où vous voyez les États, comme on appelle ça, les occidentaux, ils mangent généralement en groupe. Vous savez, les États du monde, les États occidentaux sont, je peux dire, sont les mêmes pièces qui même passent, vous comprenez? C'est comme le vassal et puis le chef. Voilà. Donc, quand le vassal va faire, va faire un faux truc et il gagne un peu, il est obligé de verser les droits au chef, vous comprenez? Voilà. Hum, C'est comme si on utilisait les Émirats arabes unis comme une caisse noire internationale, vous comprenez? C'est comme si c'est une plateforme financière indirecte qui aide les acteurs qui ne peuvent pas apparaître publiquement à faire un trafic, à trafiquer, à mener, à poser leurs agendas dans la région sahélienne, et aussi à bénéficier de ce trafic-là, qui bénéficie à plus d'un. Donc, en plus des Émirats arabes unis, on a les pays occidentaux, on a les États-Unis d'Amérique euh, à travers les banques, les banques privées, à travers beaucoup de leurs circuits privés, parce que vous savez, les États-Unis, quelque part, sont dirigés par ce qu'on appelle l'État profond. L'État profond, c'est un ensemble de conglomérats, d'entreprises privées, de complexes militaires industriels et d'acteurs politiques eux, dans l'ombre, pour les intérêts, leurs propres intérêts, pas pour les intérêts des États-Unis. Voilà, ils œuvrent pour leurs propres intérêts et pour maintenir leur position à la tête des États-Unis. Donc, dans ce sens-là, les Émirats servent de relais financier. C'est un processus simple, rentable, efficace. Comme Dubaï, à Dubaï, l'or est fondu, l'or est exploité, tout ça, qui arrive à Dubaï est fondu, est mélangé, est recertifié, est déclaré comme un or émirati. Donc, il est marqué or made in Émirats arabes unis à travers les raffineries, parce que les raffineries, dans les raffineries émiraties, donc forcément il sera estampillé made in Émirati. Donc il devient alors un or sans origine, un or de marché, un or légal. À partir de là, il peut alimenter maintenant les traders globaux, les marchés, disons, les raffineries certifiées de Suisse, le commerce c'est comme une société, un conglomérat qui est basé à New York, qui s'intéresse au marché de l'or sur le marché international. Il peut même aller jusqu'à alimenter les fonds financiers occidentaux. Il n'est plus traçable, cet or-là. Une fois arrivé à l'État-Unis, transformé, estampillé, c'est considéré sur le marché international comme de l'or émirati. Donc, c'est un or qui est blanc sur le fait. Donc, cette or-là est puisée dans le sang des peuples sahéliens. Voilà, le maître de la terreur qui propage ces groupes sont financés par ces mêmes États qui nous parler ici de morale, des droits de l'homme, de démocratie, tout ça. Alors que ces États-là sont des États barbares, sanguinaires. Voilà. On ne va parler, on ne va pas essayer de voilà. Donc, à partir de là où l'or voulait piller au Sahel, transformé et estampillé mais d'une Émirats arabes unis, cet or ne peut être cassé. Voilà. Et qui détermine les groupes terroristes des zones de guerre et deviennent de leur propre. Vous comprenez? Donc maintenant, une fois devenus de leur propre, les pays occidentaux, les Israéliens entrent pleinement en jeu. Très simplement. Euh, ils achètent cette or-là, ils participent au trafic de cette or-là simplement. Voilà, donc les vrais bénéficiaires de ce chaos qui règne au Sahel et dans les deux pays africains, ce ne sont pas forcément des pays qui, comme ici les cités, les pays Émirats arabes unis et Israël et aussi les États-Unis et d'autres pays occidentaux, comme la Suisse par exemple. Des États forcément qui mènent la guerre sur les noms. Mais ces États-là œuvrent dans l'ombre, dans le silence. Voilà, ils œuvrent dans l'ombre, dans le silence. Et ils ont des bras dans l'ombre qui manipulent les conflits que nous voyons au Sahel. Si les Émirats arabes unis, c'est un petit État, mais c'est un État qui a beaucoup d'influence. Il influence au Sahel. Quelquefois, on les voit qui envoient des représentants au Mali, qui envoient des représentants au Burkina Faso, qui envoient des représentants au Niger. Mais ces pays-là sont acceptés facilement au Sahel parce que, vous savez, une grande majorité de la population sahélienne est musulmane. Et vous savez, l'idéologie
islamistes que ce que ces États-là défendent, propagent, n'est pas la même idéologie que l'islam que nous connaissons en Afrique de l'Ouest. C'est le salafisme religieux. Le salafisme religieux, si vous ne savez pas c'est quoi, c'est ce que certains appellent le wahhabisme. Le wahhabisme, si vous comprenez l'essence, la fondation et comment le wahhabisme a émergé, vous verrez que le wahhabisme et le terrorisme islamiste sont deux choses indissociables. C'est comme une pièce de monnaie. C'est deux faces de la même pièce. Vous comprenez, non? Voilà. Quand je prie notre face, c'est pas trouver que c'est le wahhabisme, c'est notre face, parce que c'est le terrorisme. Donc, un wahhabiste, un vrai wahhabiste pur. Parce que quelquefois, nous, en Afrique de l'Ouest, on parlait de certaines religions, certaines idéologies, mais on n'est pas profondément installé dans, on ne sait pas comprendre pourquoi pourquoi c'est comme ça. Voilà, il suffit que certains pays interviennent avec en face de nous pour raconter des choses et c'est fini, on pourra. C'est grâce à l'appui qu'ils gagnent à travers les ressources, les hydrocarbures qu'ils exploitent et utilisent dans le marché international. Et l'argent aussi de ce trafic-là qui est réinjecté en Afrique, qui est réinjecté pour acheter de l'or, qui est réinjecté pour soutenir les terroristes là, qui alimentent le trafic d'or illégal. Ils arrivent à reconstruire une puissance économique et financière. Et vous savez, quand tu as l'argent, tu peux faire beaucoup de choses. Comprenez, non? Donc, grâce à l'argent maintenant qu'ils ont, ils peuvent construire des mosquées salafistes, wahhabisme, des mosquées, des écoles qu'on appelle madrasa, qui propagent l'idéologie salafisme, l'idéologie terroriste par le salafisme, comme je dis, c'est une part du terrorisme. Par exemple, vous voyez actuellement au Soudan, il y a une guerre qui a été déclenchée contre le nord du Soudan. C'est pas du Soudan, du maréchal al-Bouhari. Voilà. Donc, les Émirats arabes unis en poussant à la normalisation avec Israël, il y a des promesses d'investissement. Les Émirats arabes unis agissent comme un sous-traitant régionaux. C'est les Émirats régionaux de la stratégie américaine. Donc, il faut le rappeler clairement aussi que les services émiratis sont étroitement impliqués, liés aux services de renseignement israéliens et américains. Par exemple, il y a un document que je vais afficher sur la vidéo, un document interne classifié top secret qui a fuité en 2024, attribué aux services de renseignement des Émirats arabes unis. Il y a eu ce document-là sur les grands médias citoyens du Moyen-Orient avec ce document-là, vous devez voir, à vous de juger. Mais quand c'est un document qui m'a apparu, qui m'a intrigué, que j'ai voulu partager avec vous. Ce document attribué au service de renseignement des Émirats arabes unis est venu figurer le mythe soignement depuis 2020, celui de la normalisation comme projet de paix. En réalité, quand un État normalise avec Israël, il devient automatiquement un État sous influence, un État qui sera sous tutelle américano-israélienne. Parce que quand vous allez normaliser avec Israël, vous allez acheter des armes, tout ce qu'Israël vend à quelqu'un, que c'est la camarade. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas prendre ça un jour pour nous défendre contre Israël. Voilà. Même comme un allié d'Israël où empêcher les Israéliens de nous attaquer un jour. Non, c'est pas possible. Parce que tout ce qu'ils vendent, ils mettent dedans dans cette chose-là, cet appareil-là, des mesures pour un jour vous faire du mal. Ce que rapporte ce rapport qui a fité entre janvier et octobre 2024, il y a 5 constats glaçants. Israël ne traite pas les Émirats, selon ce rapport, hein, Israël ne traite pas les Émirats arabes comme un partenaire stratégique égal, mais comme un exécutant des ordres et de l'agenda israélien. Le document a recensé 30 présidents, comme vous voyez comme vous voyez la partie, voilà, si vous voulez, vous pouvez traduire en anglais, en français. 30 incidents précis dans lesquels Israël a imposé des directives, a fait des échanges, des échéances, voilà, et a réalisé des actions concrètes, notamment à Gaza, au Qatar et en Afrique. Plus grave encore, plus de la moitié de ces incidents ont été officiellement qualifiés d'inappropriés par les services énergétiques eux-mêmes. Le rapport a confirmé plusieurs réalités opérationnelles jusqu'à là liées publiquement par les Émirats arabes unis. Par exemple, la présence opérationnelle des services émiratis à Gaza. Vous savez qu'actuellement, les services émiratis opèrent à Gaza. Ils participent activement au génocide gazaoui aux côtés d'Israël. Voilà.
Voilà pourquoi vous voyez les Qataris, ils font les bouches intervenir la coordination directe avec Israël des opérations militaires à Gaza, l'espionnage conjoint Émirati-Israël au Qatar, un pays souverain, mais que les Émiratis et les Émiratis sont les Arabes espionnent pour Israël. Euh, aussi des activités militaires et renseignements conjoints en Angola, vous savez, Israël a été cité plusieurs fois dans tous les scandales de trafic de diamants dans les pays africains. Voilà. Euh, donc, dans la politique de technologie de surveillance israélienne, non sur demande, mais sur instruction. Voilà, le langage employé par Benjamin Netanyahu est vécu comme condescendant, hiérarchique et directif. Il y a une vidéo qui circulaire, je vais chercher la vidéo, je vais vous montrer, où on voit Netanyahu qui refuse de saluer les Émiratis tant que ce sont pas de respecter. De prendre un micro des Émiratis tant que ce micro n'est pas de respecter. Parce que pour lui, c'est Gourou, comme les Israéliens aiment l'appeler, les sionistes israéliens aiment l'appeler, mais être impur, inférieur aux Israéliens. Donc, conformément au discours officiel, les accords d'Abraham n'ont pas intégré la région. Ils ont participé à imposer l'agenda israélien, à reconfigurer la zone au profit de l'intérêt israélien et à fracturer les Arabes entre eux. Vous savez qu'Israël considère que Israël et les États-Unis considèrent qu'un bloc arabe au Moyen-Orient est une menace directement à son hégémonie. Voilà. Parce qu'un bloc arabe au Moyen-Orient permettra aux États arabes d'avoir une voix, de parler de cette voix sur la scène internationale, ce qui va leur donner un poids considérable. Voilà, continuer. Donc maintenant, nous allons arriver maintenant sur notre allié stratégique notre allié stratégique et des Israéliens. Il s'agit du Maroc. Voilà, le Maroc est en effet un allié emblématique des Israéliens. Après la normalisation avec Israël, Washington, les États-Unis se trompent. C'est les États-Unis qui ont fait ce lobby meilleur que le Maroc normalise avec Israël. Donc après la normalisation, Washington avait proposé au Maroc de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, ce qui a été fait. Voilà, mais en contrepartie de cette normalisation avec Israël, Washington et Israël avaient proposé la signature d'un accord de sécurité entre Israël et les États-Unis, le Maroc et les États-Unis, et aussi entre le Maroc et les États et Israël. Par exemple, en 2021, en novembre 2021, un accord de coopération militaire a été signé incluant les échanges de renseignements, formation conjointe, l'encadrement des ventes d'armes, l'intégration des industries de défense marocaines et israéliennes, tout ça. Donc le Maroc est devenu en même temps un démembrement militaire de l'armée israélienne et américaine au Maghreb. Les États-Unis ont commencé à vendre massivement des systèmes d'armes qui ne venaient carrément pas à d'autres pays africains. Même en 2025, des discussions, des discussions ont été menées entre les États-Unis et le Maroc pour que la base de l'Africom qui est à Stuttgart soit déplacée et installée au Maroc. Et actuellement, une base militaire américaine est construite, bon, un peu construite, une base militaire finie, donc elle est terminée au sud du Sahara occidental. Voilà, carrément, non loin de la frontière mauritanienne. Voilà, donc on continue notre analyse. Dans ce cadre de coopération renforcée entre Israël et, et le Maroc, un accord qu'on appelle le plan d'action 2026 a été signé entre le Maroc et Israël en 2026, en décembre 2026, en décembre 2025 plutôt. Cet accord-là va s'étendre sur l'année 2026. Depuis la négociation entre Israël et le Maroc, Israël est devenu automatiquement le troisième fournisseur d'armes au Maroc. Environ 11% de l'armement marocain israélien est d'origine israélienne. Les États-Unis sont devenus les premiers fournisseurs avec plus de 8,5 milliards de dollars de ventes militaires depuis 2013. C'est un segment, c'est une composante de l'armée marocaine, de l'armée royale marocaine sont elles sont à plus de 92% des armes américaines. Voilà. Il est très récemment, même Donald Trump a parlé de vente de F-16, a vendu même des F-16 à la Royal Air Force du Maroc. Parce que là aussi, ça ajoute des promesses, très précisément, toujours des Émirats arabes unis. Donc, toujours, faut suivre la question, quand je parle de ce que j'ai dit des Émirats arabes unis,
pose la question, mais qu'est-ce que cet État a gagné à proposer chaque fois qu'on parle de négociation avec Israël, des investissements? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Donc, je continue déjà à parler de ça, hein. Donc, à vous maintenant de me répondre en commentaire. Donc, le plan d'action 2026 c'est signé entre Rabat et Tel Aviv prévoit l'exercice militaire conjoint. L'édition sur le char Merkava. Le char Merkava, c'est l'un des meilleurs chars au monde. Mais c'est un char fabriqué par Israël et utilisé par l'armée militaire israélienne. Donc, des capacités spatiales, comme le satellite Osprey 13, des drones de défense aérienne Barak MX et de roquettes TILS. Donc, toutes ces armes-là seront vendues au Maroc euh, dans le cadre de cet accord de plan, dans le cadre de ce plan d'action Maroc-Israël 2026. Donc, ça va participer à une montée en gamme des capacités marocaines de façon significative. Donc, le projet prévoit aussi l'acquisition du puissant char Merkava MK3, la variante modernisée qui peut facilement se battre contre les chars M1 Abrams achetés par le Maroc aux États-Unis. Donc, les chars aussi, le Maroc veut aussi remplacer ces deux chars américains M60 A1, je pense que c'est les bradés, non? Voilà. Ce projet est apparu en 2013. Donc, depuis 2013, il y a eu un projet qui parle de vente de chars Merkava MK3 israélien au Maroc, mais après le 7 octobre, ce projet a été carrément abandonné. Avant même de parler, bon, on va parler de la Libye. On va traverser le Maroc, on va arriver en Libye. On va parler de la Libye ou de la Somalie pour comprendre quelque chose. Les Israéliens ne raisonnent pas en termes de valeurs morales, est-ce que c'est bien? Non. Ils se raisonnent de façon en termes stratégiques, en termes de suivi, vous comprenez? Donc, ils veulent imposer leur agenda dans la région. Et ce qu'ils disent, ils veulent dicter les lois, vous comprenez? Voilà, et leur plan, leur stratégie repose sur quatre piliers fondamentaux. Dont le premier pilier est fondamental. Le premier pilier est très important. Le premier pilier, c'est quoi? C'est qu'on appelle ça, l'utiliser pour mieux régner. Voilà. C'est simple. Il suffit de fragmenter, de s'allier aux États périphériques des pays arabes, aux États fragmentés pour affaiblir le cœur arabe, pour affaiblir, pour affaiblir comment on appelle ça, la Ligue arabe, pour empêcher que les Arabes puissent parler d'une seule voix, puissent mener une politique commune. Voilà, c'est la région. À l'époque de Kadhafi avait proposé de créer l'Union arabe, l'Union du Maghreb, l'Union arabe, tout ça. Mais à cause des actions, des Émirats arabes unis, tout ça, de l'Union avec Israël, ce plan que Kadhafi voulait a carrément échoué. Donc, ça s'est soldé même par la mort de Kadhafi, qui serait tué et fini comment on appelle ça, les gars, un modèle de diffusion pour avertir les autres États que celui qui se rebelle contre notre hégémonie sera tué, comme vous voyez, on a tué votre Kadhafi, chéri. Donc, Israël ne cherche pas forcément à stabiliser la région. Voilà. Mais Israël cherche à créer un chaos contrôlé. Vous voyez, à imposer un ordre par le chaos. Vous comprenez? Parce qu'à travers le chaos, on peut affaiblir les États, mettre faire pression sur les États, et aussi avoir des alliés stratégiques parmi ceux-là. Donc c'est la même logique qu'on veut faire. Donc créer un chaos et piller les ressources du Sahel. Donc maintenant, vous savez que vous ne connaissez pas, je vais vous montrer la carte, regardez la carte pour stabiliser. Pour mieux comprendre ce que j'avais dit maintenant. Vous savez, Israël dépend beaucoup de la mer Méditerranée. Il dépend aussi de la mer Rouge. Il dépend aussi du départ de Bab el-Mandeb. Il dépend, donc la côte de l'Afrique. Donc, tous ces points stratégiques-là, dont dépend la survie de l'État israélien, sont situés carrément, juste au bord, juste sur le littoral de la côte de l'Afrique. Donc, c'est un endroit qui devient stratégique pour l'Israël, ainsi que le Liban. Donc, la Somaliland, que vous voyez, comme sur la carte là, c'est autoproclamé
indépendance de la Somalie depuis 1991. Voilà, c'est même sous influence américaine que la Somaliland a proposé, c'est même à travers les actions sur manipulation israélo-américaine que la Somaliland est devenue un État indépendant depuis 1991. Dans le chaos de la guerre civile somalienne, depuis 30 ans, la Somaliland est devenue comme un État de facto. Il y a des institutions propres à lui-même, et il y a des élections, il y a des forces de il y a une armée, il y a une administration politique, tout ça. Mais depuis 1991, aucun État n'est sorti de façon officielle pour reconnaître de façon formelle la Somaliland comme un État, comme un État à part entière. Mais récemment, Israël, le 26 décembre 2025, Israël était le premier pays au monde à reconnaître officiellement l'indépendance de l'État de la Somalie. La Somalie est devenue un État indépendant pour Israël. Mais ce geste n'est pas forcément un geste pour faire un geste parce que les Israéliens aiment les Somaliens, donc c'est pas qu'on appelle les Somalilandais ou les Somaliens, c'est pas. Mais c'est pas plus logique stratégique militaire qu'Israël a pris cette décision de reconnaître la Somaliland comme un État indépendant. Selon les informations révélées par la chaîne israélienne Channel 12, les pourparlers avancés sont en cours entre Israël et la Somaliland pour l'installation d'une base militaire israélienne permanente sur le territoire somalilandais. Donc les objectifs sont clairs. Avoir une capacité d'intervention rapide contre les outils du Yémen. Et depuis le génocide à Gaza, on dit que si Israël n'était pas le génocide à Gaza, il n'allait pas arrêter les frappes comme les intérêts israéliens. Aucun navire lié à Israël n'allait passer la mer Rouge, passer par l'étoile de Bab el-Mandeb. Donc, les Israéliens en profitent en même temps pour sécuriser la route maritime vers le port de Gaza. Voilà. Ce n'est pas donc vous comprenez la logique derrière cette reconnaissance-là. Donc vous voyez aussi, même la situation qu'aujourd'hui traverse la Somaliland, la Somalie, a été provoquée par Israël. Voilà, c'est Israël qui a provoqué toutes les interventions militaires que vous voyez en Somaliland, en Libye, tout ça ont été largement provoquées par le lobbying et le sioniste israélien, qui est généralement lié au lobbying évangéliste américain. Donc, comme la Somalie était un État indépendant, quand la Somalie était un État indépendant, et s'opposait farouchement à Israël, les États-Unis ont décidé de détruire la Somalie et de détruire la Somalie et de mettre le chaos en Somalie pour éviter que la Somalie soit un État puissant qui peut exercer un contrôle sur les routes maritimes du côte d'Aden, du Bab el-Mandeb, tout ça. Voilà, donc c'est pour contrôler le commerce mondial. Puis même les États-Unis sont allés jusqu'à installer une base militaire à Djibouti. Bon, je pense que nous avons parlé des points les plus majeurs dans cette vidéo. Voilà, mais je ferai une vidéo si vous n'êtes pas satisfait, si vous voulez qu'on ne parle plus sur les questions à poser, n'oubliez pas de me les poser. Voilà, je ferai une seconde vidéo dans laquelle je vais expliciter, je vais parler de ces points, des points que vous allez souligner en commentaire, je vais parler de ça. Donc, n'oubliez pas toujours, abonnez-vous, likez, et puis dites ce que vous pensez en commentaire. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.